Je m'appelle Michael. J'ai 28 ans et mon propre père m'a envoyé un message texte qui a littéralement fait exploser toute ma vie. Avant que je ne vous raconte comment je suis passé de l'état de sans-abri en un instant à la situation où leur avocat me suppliait pratiquement de le rappeler, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir comment des histoires comme celle-ci peuvent connecter des gens du monde entier. Très bien, entrons directement dans la nuit qui a tout changé. L'écran de mon téléphone projetait une lumière bleue et froide à travers ma chambre sombre. Il était 23h27. Je me souviens de la minute exacte parce que je fixais le plafond en essayant de détendre mon cerveau après une journée brutale de 14 heures en tant qu'analyste de données. Mon travail consiste à trouver des modèles dans le chaos, à donner du sens à des millions de points de données dispersés. J'étais loin de me douter que ma propre vie était sur le point de devenir l'ensemble de données le plus chaotique que j'ai jamais eu à analyser. Le téléphone a vibré sur la table de nuit. Je m'attendais à un courriel tardif de mon patron ou peut-être à un mème envoyé par un ami. J'ai tendu le bras pour le prendre, mes yeux s'habituant encore à la lumière. La notification était un message texte de papa. Mon père n'est pas un homme bavard. Ces messages sont généralement des réponses d'un seul mot ou des questions de logistique. Mais ça, c'était différent. C'était une déclaration, un jugement sans appel prononcé avec la froide efficacité d'un bourreau, nous avons changé toutes les serrures. La clé que tu as ne sert plus à rien maintenant. Nous pensons qu'il est temps que tu voles de tes propres ailes. Tu n'as plus de chez toi ici. Tu n'es plus le bienvenu. Voyons à quel point tu es fort maintenant. J'ai lu ces mots une fois. Mon cerveau luttait pour les assimiler. C'était comme lire une langue étrangère. Je les ai lus une deuxième fois et le sens m'a percuté comme un coup physique, coupant le souffle de mes poumons. Chaque mot était une arme soigneusement choisie. Inutile, plus le bienvenu, à quel point tu es fort maintenant. C'était un défi, une provocation. Une personne ordinaire se serait effondrée. Panique, incrédulité, un besoin désespéré et frénétique d'obtenir des réponses. Et pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti ce vertige, la sensation du monde basculant sur son axe. La maison dont il parlait, celle dont j'étais désormais exclu, se trouvait à moins de 10 miles, environ 16 kilomètres. Mon lit y était. Mes vêtements y étaient. Toute ma vie était dans cette maison. Mais alors, autre chose a pris le dessus. C'était un calme étrange et terrifiant, le genre d'immobilité absolue que l'on trouve au centre d'un brasier ardent. Pendant des années, j'avais fait du surplace dans un océan d'obligations, de culpabilité et de manipulation subtile. J'avais fini par tellement m'habituer à la sensation de me noyer que j'avais oublié ce que c'était que de se tenir sur la terre ferme. Ce message texte n'était pas la tempête. C'était le phare qui me montrait le rivage. Ce n'était pas une attaque. C'était une réponse, le point de données final, indéniable dont j'avais besoin pour compléter le tableau. Mon pouce, qui flottait au-dessus du bouton d'appel, a bougé pour faire une capture d'écran à la place. Le bruit de l'obturateur a été le son le plus discret et le plus définitif que j'ai jamais entendu. J'ai enregistré l'image dans un dossier sur mon espace de stockage cloud, un dossier intitulé simplement « Preuve ». Cette pièce rejoignait des centaines d'autres fichiers, reçus scannés, relevés bancaires, courriels transférés. Ils s'attendaient à ce que je me brise. Ils étaient probablement assis dans le salon, leur téléphone à la main, attendant l'inévitable appel téléphonique hystérique. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient des supplications. Ils voulaient me voir détruit pour prouver que j'avais plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de moi. J'ai décidé à cet instant précis de leur refuser cette satisfaction. Je ne leur donnerai pas la réaction qu'ils désiraient ardemment. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, les retourné face cachée sur la table de nuit, et me suis tourné de l'autre côté. Le poids écrasant qui pesait habituellement sur ma poitrine, l'inquiétude constante pour leurs factures, leur bonheur, leurs besoins sans fin avaient disparu. À la place, se trouvait une certitude dure et froide comme la pierre. Pendant les 48 heures suivantes, je ne leur ai rien donné. Aucun appel, aucun message, juste un silence absolu et assourdissant. Et le matin du 3e jour, un jeudi, alors que je préparais calmement ma première tasse de café, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. 1 minute plus tard, la transcription est apparue sur mon écran. Les mots provenaient d'un homme nommé Monsieur Davis, et c'étaient les mots les plus doux que j'ai jamais lus. Monsieur Chan,
Je suis le représentant légal de Henry et Eleanor Chan. Il semble y avoir un malentendu important concernant une requête de partage de propriété. Nous avons un problème, un grave problème. Veuillez me rappeler immédiatement. J'ai bu une lente et délibérée gorgée de café, laissant la chaleur se diffuser en moi. Un problème? Oh, vous n'avez pas idée du problème auquel vous faites face. Pour comprendre véritablement comment un père peut envoyer un tel message à son fils, il faut rembobiner. Il faut revenir au tout début pour voir comment les rôles dans notre famille ont été forgés. Nous vivions dans une maison digne d'une carte postale dans une banlieue paisible de Portland, dans l'Oregon. Depuis la rue, nous avions l'air du rêve américain. Henry, mon père, était un chef de projet respecté. Eleanor, ma mère, était la parfaite mère au foyer. Et ils avaient 2 enfants, Olivia, ma jeune sœur, l'artiste, la rêveuse, et moi. J'étais l'outil. Mon apprentissage a commencé à 14 ans pendant que mes amis découvraient les filles et apprenaient à conduire. J'étais sur une échelle branlante avec mon père, apprenant à reboucher les micro-fissures du bardage. C'était un professeur sévère. Tout devait être parfait. Mesure 2 fois, coupe 1 fois, Michael, disait-il, une phrase que j'ai entendue 1000 fois. Mais une fois le travail fini, il passait un bras lourd autour de mes épaules et rayonnait de fierté. Regarde ça, disait-il à ma mère qui regardait depuis le porche. Le petit a ça dans le sang. Il a mon éthique de travail. Plus endurci que n'importe quel fils dont j'aurais pu rêver. Ces mots étaient ma paix. Je courais après cette approbation comme un chien affamé après un morceau de viande. Alors j'ai travaillé chaque week-end, chaque été. Mes amis partaient à la rivière et moi je refaisais les joints du carrelage de la salle de bain. Ils allaient au cinéma et moi je débouchais la canalisation principale parce qu'elle était à nouveau obstruée par des racines d'arbres. Je me souviens d'une corvée particulièrement misérable quand j'avais 15 ans. Nous avions une fuite dans le vide sanitaire sous la maison. C'était un cauchemar sombre, humide et infesté d'araignées. Mon père, prétextant un mal de dos, m'a tendu une lampe de poche et un seau de mastic d'étanchéité. « Tu es plus petit, tu passeras mieux là-dedans », a-t-il dit. « Comporte-toi en homme. » J'ai passé 6 heures sur le ventre dans la boue froide à colmater un tuyau qui fuyait, des araignées grouillant sur mes mains. Quand je suis enfin sorti, couvert de crasse et grelottant, ma mère m'a tendu une serviette. « Oh, mon pauvre chéri », a-t-elle dit, « va te nettoyer. Ta sœur a fait une magnifique peinture aujourd'hui, je veux te la montrer. » Il n'y a pas eu de merci. Il n'y a eu aucune reconnaissance pour le travail répugnant que je venais d'accomplir. Mon labeur était aussi attendu et aussi invisible que le mouvement des marées. C'était simplement ma fonction. La fonction d'Olivia était d'être délicate et de créer de la beauté. Ma fonction était de faire le sale boulot qui rendait son monde possible. Cette dynamique a été renforcée à chaque instant. Quand une tempête a fait tomber une lourde branche sur le toit, c'est moi, l'adolescent de 16 ans, qui ai dû monter avec une tronçonneuse pour la débiter parce que mon père ne voulait pas prendre de risques. Quand ma mère voulait réaménager tout le salon, c'est moi qui devais déplacer la bibliothèque en chêne massif qui pesait 1 tonne. Madame Gable, notre gentille voisine au regard perçant, voyait tout. Elle trouvait souvent une excuse pour venir avec une assiette de biscuits pendant que j'étais au milieu d'un projet exténuant. Tes parents ont tellement de chance de t'avoir, Michael, disait-elle. Mais ses yeux contenaient une lueur de pitié que je ne comprenais pas à l'époque. Tu travailles si dur pour eux. Je pensais qu'elle me complimentait. Je ne réalisais pas qu'elle essayait de me dire quelque chose. Elle ne voyait pas un fils serviable, elle voyait un enfant exploité. La preuve ultime de mon rôle est venue l'été de mes 17 ans. Toute la terrasse en bois devait être décapée, poncée et revernie. C'était un travail colossal. Mon père a acheté tout le matériel, remplissant le garage de pots de vernis et de papier de verre. Dès le lendemain, il a annoncé qu'une opportunité professionnelle incontournable s'était présentée à Seattle. Lui, ma mère et Olivia s'absentaient pour la semaine. « Tu t'en sors, champion », a-t-il dit en me tapant sur l'épaule sur le pas de la porte. « Vois cela comme ton projet. Prends la responsabilité. » Pendant 8 jours, j'ai travaillé. Le soleil me brûlait le dos. Mes mains n'étaient qu'un amas de cloques et d'échardes. J'ai travaillé jusqu'à être trop épuisé pour voir clair. Quand ils sont rentrés, bronzés et détendus de leur voyage professionnel, ils se sont émerveillés devant la terrasse. « C'est magnifique », a dit ma mère. « Ça a l'air professionnel. »
Mon père a fait le tour du périmètre, inspectant mon travail comme un sergent instructeur. Il a trouvé une seule goutte de vernis sur l'un des poteaux de soutien, l'a pointé du doigt et a dit, le souci du détail, fiston. Ma récompense pour leur avoir fait économiser $3000 a été ma pizza à emporter préférée. Alors que j'étais assis là à manger ma pizza, trop fatigué pour même parler, Olivia leur montrait les fournitures d'art coûteuses qu'elle avait achetées à Seattle avec leur argent. De l'argent qu'ils avaient, en partie, parce qu'ils n'avaient jamais eu à payer pour mon travail. J'étais un actif, une filiale non rémunérée très rentable de l'entreprise familiale, et les affaires, comme j'allais le découvrir, étaient florissantes. La transition du travail physique au soutien financier s'est faite sans heurts. C'était juste une autre forme de labeur, une autre façon pour moi de remplir ma fonction. Le jour où j'ai obtenu mon premier vrai travail après mon diplôme universitaire de 2 ans, mon père m'a fait asseoir pour la discussion. Il n'était pas question de sexualité, mais de dollars et de centimes. Il a disposé une pile de factures sur la table de la cuisine sous la lumière crue du néon. « Michael, a-t-il dit d'une voix grave, tu es un homme maintenant, un travailleur, et cela s'accompagne de responsabilités. Ta mère et moi ne rajeunissons pas. Les temps sont durs. » Il a poussé la facture d'électricité vers moi. « Nous avons besoin que tu prennes le relais. Nous avons besoin de ta contribution. » Ce n'était pas une demande, c'était une promotion. J'étais passé d'homme à tout faire bénévole à contributeur financier. J'étais tellement conditionné à chercher leur approbation que j'ai réellement ressenti une vague de fierté. J'aidais. J'étais important. J'ai accepté de payer toutes les charges de la maison. Et ce que j'ignorais, c'est que c'était un test, un galop d'essai, et je l'avais réussi haut la main. Quelques mois plus tard, la vraie crise a frappé, ou du moins, ce qui en avait l'air. C'était un autre sommet autour de la table de cuisine. Cette fois, ma mère était présente, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mon père tenait une lettre de la banque à la main, c'était un avertissement de saisie immobilière. Il a dit qu'il avait pris du retard sur le prêt hypothécaire. Son entreprise avait gelé les prix mais il avait mal calculé. Il risquait de tout perdre. « J'ai échoué », a-t-il dit, la voix brisée. Il refusait de me regarder dans les yeux. J'ai failli à cette famille. Ma mère a poussé un petit sanglot. « Cette maison est toute notre vie », a-t-elle chuchoté. C'est tout ce que nous avons. C'était une performance magistrale. J'avais 21 ans, j'étais naïf et complètement terrifié à l'idée que ma famille soit jetée à la rue, à l'idée qu'Olivia, encore à l'université, voit son foyer lui être retiré. Je vais aider, ai-je dit, les mots sortant plus vite que mon cerveau ne pouvait les traiter. Combien faut-il ? Je vais le couvrir. Le soulagement sur leur visage a été instantané. Mon père m'a enfin regardé, les yeux pleins de ce que je croyais être des larmes de gratitude. « Tu es un bon fils, Michael », a-t-il dit. Le meilleur des fils. C'est juste temporaire, juste le temps que je nous remette sur pied. 1 an, peut-être 2 tout au plus. Alors, je l'ai fait. Je me suis assis avec mon père et nous avons passé en revue mon salaire, mes dépenses. Nous avons calculé ce que je pouvais me permettre. Nous avons mis en place un virement bancaire automatique de mon compte vers le sien. C'était une part massive de mes revenus, près de 60%, mais c'était pour ma famille. C'était pour sauver notre maison. Cet arrangement temporaire a duré 7 ans. Les années se sont enchaînées dans un brouillard de travail et de virements. Je n'ai jamais déménagé. Comment l'aurais-je pu ? Je payais l'hypothèque de la maison dans laquelle je vivais, mais elle ne m'a jamais semblé être la mienne. J'étais un locataire dont le loyer représentait l'intégralité de la charge financière de la propriété. Pendant ce temps, Olivia s'épanouissait. L'argent que j'injectais dans le ménage libérait les revenus de mes parents pour elle. Elle a eu la voiture neuve pour son diplôme de fin d'études secondaires. Ils ont payé ses frais de scolarité dans une prestigieuse école d'art privée sans qu'elle ait à contracter le moindre prêt étudiant. Ma propre dette étudiante de l'université communautaire pesait comme un bloc de plomb sur mon estomac. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce qui a planté la première graine d'un ressentiment profond et corrosif, a été son 24e anniversaire. J'avais fait des heures insensées pour obtenir une petite promotion, et la prime qui l'accompagnait était le premier argent supplémentaire que je voyais depuis des années. J'avais prévu de l'utiliser pour enfin rembourser mon prêt étudiant. Ce week-end-là, ma famille a organisé une grande fête d'anniversaire pour Olivia. Durant la fête,
elle a fait une grande annonce, elle quittait son emploi à temps partiel dans un café pour ouvrir sa propre galerie d'art. Elle avait trouvé le petit local parfait à louer. Et je n'aurais pas pu le faire sans mes formidables parents, a-t-elle dit en levant une coupe de champagne. Ils financent tout pour moi. Ils croient en mon rêve. Tout le monde a applaudi. J'ai senti mon sourire se figer sur mon visage. J'ai regardé mes parents qui la couvaient des yeux, se délectant des éloges. Ils finançaient son rêve avec mon argent, avec la prime que j'allais utiliser pour acheter ma propre liberté financière. Plus tard dans la soirée, j'ai surpris ma mère parlant à ma tante, « Nous sommes si fiers », disait-elle. Nous mettons de l'argent de côté pour elle depuis des années. C'est tellement important de donner à ses enfants le meilleur départ possible dans la vie. Je me suis éloigné. Je suis monté dans ma chambre, la chambre que je payais, et j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. La personne qui me fixait avait l'air d'un imbécile, un imbécile fatigué, surmené et exploité. Le « meilleur départ possible dans la vie » n'était apparemment destiné qu'à un seul de leurs enfants. L'autre n'était que le moteur qui alimentait toute la machine. La personne qui m'a finalement forcé à regarder en face la machine que j'alimentais a été mon meilleur ami, Dominique. Dom n'était pas seulement un collègue de travail, il était le frère que je n'avais jamais eu. Nous avions une complicité, une capacité à être brutalement honnêtes l'un envers l'autre. Il savait que j'aidais ma famille, mais il n'en connaissait pas l'ampleur. J'avais trop honte pour lui raconter toute l'histoire. Il l'a finalement constaté de ses propres yeux lorsqu'il est venu regarder un match de football américain. Nous étions dans le salon et, pendant la mi-temps, mon père m'a appelé dans la cuisine, et, « Mike », a-t-il dit en montrant le lave-vaisselle. Le truc fait encore un bruit bizarre. Tu peux jeter un œil. Tu t'y connais avec ces machins. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre déguisé en compliment. Avant même que je ne puisse répondre, j'ai entendu Dom depuis le salon, « Henri, le match va reprendre. » Ça ne lui prendra qu'une minute, a répondu mon père en s'éloignant déjà. C'est lui l'expert. Donc, pendant que le match reprenait, j'étais à quatre pattes dans la cuisine à sortir le lave-vaisselle. Dom est venu se poster dans l'encadrement de la porte, une bière à la main, me regardant simplement. Il n'a pas dit un mot, mais son silence était lourd de jugement. Après environ 20 minutes à bricoler le moteur, j'ai enfin réussi à faire cesser le grincement. Je suis retourné dans le salon, essuyant la graisse de mes mains, et me suis assis. Le match était presque terminé. Tu as raté un sacré quatrième quart-temps, a dit Dom, les yeux non pas sur la télé, mais fixés sur moi. Ouais, enfin, ai-je marmonné. Le devoir m'appelle. C'est comme ça que tu appelles ça, a-t-il demandé, la voix calme et tranchante. Après le match, il a insisté pour que nous sortions, on doit parler, a-t-il dit. Dès que nous nous sommes retrouvés dans l'intimité de sa voiture, il a lâché la bombe, je vais être franc parce que je suis ton ami, a-t-il commencé. Ce que j'ai vu là-dedans ce soir, ce n'était pas une famille. C'était une entreprise, et tu es le seul employé qui ne touche pas de salaire. J'ai commencé à me mettre sur la défensive, ce n'est pas comme ça. Ils avaient besoin d'aide pour le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle ? Michael, arrête, a-t-il dit, sa voix montant d'agacement. Il a garé la voiture sur le bas-côté et a coupé le moteur. Il s'est tourné complètement vers moi, laisse-moi te poser quelques questions. Tu es un gars des données, alors prends ça comme un sondage. Est-ce que tu paies leur hypothèque ? J. Et hésiter, j'aide à la payer. Réponds à la question. Est-ce que tu fais le paiement chaque mois qui maintient le toit au-dessus de leur tête ? Oui, ai-je admis, le mot ayant un goût de cendre. D'accord. Est-ce que ton nom figure sur le titre de propriété de cette maison ? Non. As-tu un accord de prêt écrit et officiel avec eux ? Non, c'est la famille. Faux, a-t-il répliqué. C'est un actif de plusieurs centaines de milliers de dollars que tu paies mais sur lequel tu n'as absolument aucun droit légal. Maintenant, question suivante, ta sœur Olivia, est-ce qu'elle contribue financièrement ? C'est une artiste, ai-je dit faiblement. Elle débute à peine. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce qu'elle paie les charges ? Est-ce qu'elle contribue à l'hypothèque ? Est-ce qu'elle répare ce satané lave-vaisselle ? Non. Et pourtant, a continué Dom en se penchant vers moi, il finance sa galerie. D'où penses-tu que vient cet argent, mec ? Ça ne pousse pas sur un arbre dans le jardin que tu as probablement aménagé gratuitement.
Ça vient de l'argent qu'ils n'ont pas à dépenser pour la maison parce que tu la prends en charge. Ils sont littéralement en train de prendre ton avenir pour le lui donner sur un plateau. Chaque mot était un coup de poing. Il formulait chaque pensée sombre et pleine de ressentiment qui tourbillonnait au fond de mon esprit depuis des années. Tu dois te réveiller, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant un peu. Tu es un gars bien, Michael. Le meilleur. Et ils utilisent ta bonté contre toi. Tu dois découvrir quel est leur plan à long terme, parce que je te promets qu'ils ne prévoient pas que tu reçoives ta juste part. Les gens qui t'estiment ne te traitent pas comme un outil. Nous avons fait le reste du trajet jusqu'au bar en silence. Mais mon esprit hurlait. Dom ne m'avait rien appris que je ne savais déjà au fond de moi, mais il avait osé le dire à voix haute. Il avait donné un nom au monstre dans la pièce, l'exploitation. Je suis rentré dans cette maison plus tard cette nuit-là et, pour la première fois, je n'ai pas vu mon foyer. J'ai vu un bilan comptable, et j'étais du mauvais côté du grand livre. Les paroles de Dom ont allumé un feu en moi. J'ai cessé d'être un participant passif dans ma propre vie et j'ai commencé à être un observateur silencieux. J'ai tourné mon cerveau d'analyste, celui que j'utilisais pour trouver des modèles dans les données boursières et les comportements des consommateurs vers ma propre famille. Et un schéma inquiétant a rapidement émergé. C'était dans les petits détails, la façon dont ma mère mentionnait négligemment une nouvelle facture, mais uniquement quand mon père n'était pas là, la façon dont mon père parlait de son budget serré pour le mois juste avant de me demander une avance sur ma contribution. Il travaillait en équipe, une machine bien huilée conçue pour m'extorquer des ressources. Les conversations à voix basse sont devenues plus fréquentes. J'entrais dans le salon et il se taisait aussitôt, ma mère soudainement très intéressée par un catalogue, mon père se raclant la gorge et changeant de sujet pour parler de sport. Il cachait quelque chose de gros. Mon intuition me disait que c'était lié à la maison. La confirmation est venue par une nuit froide et pluvieuse. J'avais eu un pneu crevé sur le chemin du retour du travail, j'étais donc bien plus en retard que d'habitude. Je suis entré par le garage et la maison était silencieuse. J'ai pensé qu'ils étaient tous couchés. En passant devant la cuisine pour monter à l'étage, j'ai entendu leur voix, basse et pressante. Ils étaient autour de la table de cuisine, tous les trois, Henri, Eleanor et Olivia. Ils ne m'avaient pas entendu entrer. Je me suis plaqué contre le mur dans le couloir sombre et j'ai écouté. Monsieur Grayson, l'agent immobilier, est très optimiste, disait mon père. Il a dit que le marché est complètement fou en ce moment. Avec la nouvelle terrasse et les rénovations de la cuisine, il pense que nous pouvons la mettre en vente à 650 000 et peut-être même obtenir une surenchère jusqu'à 700 000 $. Mon cœur a frappé contre mes côtes. 700 000 $. Et ils utilisaient les améliorations même que j'avais apportées, la terrasse que j'avais lasurée et la cuisine dont j'avais refait le carrelage comme argument de vente. C'est merveilleux, Henri, a dit ma mère d'une voix enjouée. C'est plus que suffisant. Nous pouvons verser un bel acompte pour cet appartement en Floride et avoir encore largement de quoi installer convenablement Olivia. Et le calendrier est parfait, a poursuivi mon père. Nous vendons en mai, nous signons en juin. Nous serons en Floride d'ici juillet. Michael. Il sera un peu sous le choc, mais il s'en remettra. Il est résilient. Résilient. C'est ainsi qu'ils appelaient cela. Je n'étais pas une personne avec des sentiments, j'étais une chose capable d'encaisser les chocs. Puis Olivia, ma sœur bien-aimée, a pris la parole. Sa voix a été celle qui a véritablement enfoncé le couteau dans la plaie, et pour Michael? Je veux dire, est-ce qu'il ne va pas se sentir, je ne sais pas, en droit d'avoir une part de cet argent? Il a payé tellement de choses. J'ai retenu mon souffle, attendant qu'un de mes parents fasse preuve d'un minimum de décence, de conscience. J'étais stupide. En droit d'avoir quoi, a dit ma mère avec un rire sec et méprisant. Son rire a été le son le plus laid que j'ai jamais entendu, ma chérie, il a payé un loyer, si l'on veut être généreux. Légalement, chaque centime qu'il nous a donné est un cadeau. Son nom n'est pas sur le titre de propriété. Il n'est pas sur l'hypothèque. Il n'a aucun droit. Nous avons demandé à notre avocat, Monsieur Davis, de tout vérifier, nous sommes totalement à l'abri. Elle a raison, a ajouté mon père, la voix dégoulinant d'une certitude condescendante. C'est du Michael tout craché, tout dans le cœur, rien dans la tête pour les affaires. Il n'a jamais rien demandé par écrit. C'est de sa faute. C'est un grand garçon, il retombera sur ses pattes.
il prévoyait de vendre la maison dans mon dos, d'empocher l'immense plus-value que j'avais aidé à bâtir et de partir s'installer en Floride, me laissant avec seulement un mois de préavis pour me trouver un nouveau logement. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un braquage long, méthodique et méticuleusement planifié qui durait depuis des années. Et j'étais le pigeon. J'ai senti une rage froide se propager dans mes veines, balayant le choc et la douleur. Ils avaient un avocat. Ils avaient un plan. Ils me prenaient pour un imbécile. J'ai reculé de l'encadrement de la porte, mes mouvements étant lents et délibérés. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte sans faire le moindre bruit et je me suis assis dans le noir. La maison autour de moi est soudainement devenue étrangère, hostile. Ce n'était plus mon chez-moi, c'était une pièce à conviction. Et ma famille. Ils n'étaient plus ma famille, ils étaient la partie adverse. Et s'ils avaient un avocat, alors j'avais besoin d'en prendre un moi aussi. La partie venait de commencer. Les 6 mois suivants ont été une leçon magistrale de dissimulation. En surface, j'étais le même Michael fiable et inconscient de tout. J'ai maintenu ma mascarade avec une performance digne d'un Oscar, je demandais à mon père comment s'était passée sa journée, j'écoutais les ragots de ma mère et je donnais même des conseils à Olivia sur le plan d'affaires de sa galerie. Chaque interaction était un mensonge, et chaque mensonge avait le goût de l'acide dans ma gorge, mais c'était nécessaire. J'avais besoin qu'ils me croient toujours crédule. Ma vraie vie commençait une fois qu'ils étaient couchés. Ma chambre s'est transformée d'un lieu de repos en un cabinet d'audit médico-légal. Mon ordinateur portable était mon arme et mes compétences analytiques étaient mes munitions. J'ai commencé par créer un tableau-maître. Je l'ai nommé « Projet Réclamation ». J'ai commencé par mon empreinte numérique, une décennie de ma vie stockée sur des serveurs bancaires et des archives de courriel. J'ai passé des heures nuit après nuit à faire défiler des années de relevés bancaires. J'ai étiqueté chaque virement électronique vers le compte de mes parents. Je les ai classés, hypothèque, charges, taxes foncières, urgence toiture, urgence plomberie. Les chiffres ont grimpé à une vitesse alarmante, monument élevé à ma propre loyauté aveugle. Puis, je me suis tourné vers mes courriels. J'ai cherché des mots-clés, aide, facture, prêt, urgent. Des centaines de messages sont apparus. J'ai lu chacun d'entre eux, le ton suppliant de ma mère, les demandes d'homme à homme de mon père. J'ai enregistré chacun sous forme de PDF, en les numérotant chronologiquement. Pièce 1, courriel 2. Chan demandant des fonds pour la facture de gaz. Pièce 2, SMS de H. Chan concernant le besoin urgent de fonds pour réparer le chauffe-eau. C'était une trace documentaire écœurante et indéniable de leur manipulation. Mais les enregistrements numériques ne suffisaient pas, j'avais besoin de preuves matérielles. J'ai commencé à fouiller la maison. Discrètement, prudemment, j'ai appris le rythme de leurs mouvements, le grincement des lattes de plancher. Quand mon père était au golf et ma mère à son club de lecture, je menais mes expéditions. J'ai commencé par le bureau, une pièce dans laquelle j'avais rarement le droit d'entrer. J'ai photographié chaque facture que j'ai pu trouver, chaque avis d'imposition, chaque document d'assurance. Le plus stressant était de garder mon sang-froid. Un après-midi, ma mère est rentrée plus tôt et m'a trouvé dans le bureau. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'avais un dossier de reçu de taxes foncières ouvert sur le bureau. « Michael, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, la voix empreinte de suspicion. J'ai réfléchi vite, je cherche juste un stylo, ai-je dit en brandissant un d'une main tremblante. Tous ceux de la cuisine sont à sec. Elle a plissé les yeux une seconde, puis son visage s'est adouci. « Oh, d'accord, mon chéri. Allez, sors de là. Ton père n'aime pas qu'on touche à son bureau. » C'était juste, trop juste. J'ai déplacé mes recherches vers le garage et le sous-sol, des endroits où ils allaient rarement. J'ai retrouvé de vieux reçus de Home Depot et de l'OS, des achats effectués avec ma carte de crédit, des milliers de dollars en bois de construction, carrelage et fournitures de plomberie. J'ai retrouvé le manuel d'instruction du chauffe-eau que j'avais installé, avec mes empreintes de graisse encore dessus. Chaque élément rejoignait une boîte de rangement que je gardais cachée dans le coffre de ma voiture. J'ai contacté mon ami Cooper, qui est entrepreneur en bâtiment. Je lui ai envoyé la liste de tous les grands chantiers que j'avais réalisés sur la maison au fil des ans, la terrasse, la rénovation de la cuisine, les joints de la salle de bain, la nouvelle clôture. « Salut mec, demande bizarre », ai-je écrit. « Peux-tu me donner une estimation professionnelle approximative de ce qu'un client paierait pour cette liste de travaux ?»
Sa réponse est arrivée un jour plus tard. L'objet disait simplement « Mec ». La facture jointe dépassait les 45 000 $ rien qu'en main-d'œuvre, et c'est avec un tarif préférentiel amis et famille, a-t-il écrit. Tu as pratiquement reconstruit la moitié de cette maison pour eux. Après des mois de ce travail minutieux, mon tableau du projet réclamation était un chef-d'œuvre. Le grand total de mes contributions financières directes s'élevait à 85 721,48 $. Lorsque j'ai ajouté l'estimation de main-d'œuvre de Cooper, le montant a dépassé les 130 000 $. C'était plus que de l'argent, c'était ma jeunesse. C'était ma vingtaine. C'était la vie que j'aurais pu bâtir pour moi-même. Et j'en avais la preuve, jusqu'au dernier centime accablant. Il était temps de découvrir ce que cela valait devant un tribunal. J'avais une montagne de preuves, mais tout reposait sur une chose, ma parole contre la leur. Ils plaideraient la misère. Ils pleuraient et se lamenteraient sur leurs difficultés financières, me dépeignant comme un fils cruel qui les accable alors qu'ils sont à terre. Je savais qu'il me fallait quelque chose de plus. Je devais prouver non seulement que j'avais donné cet argent, mais qu'ils n'en avaient pas réellement eu besoin. Je devais trouver leur mensonge. L'occasion s'est présentée de la manière la plus banale qui soit. Ma mère, prise d'une frénésie de nettoyage de printemps, a déclaré le grenier, zone sinistrée. Michael, mon chéri, j'ai besoin de ton aide, a-t-elle dit un samedi matin. Tu es le seul assez fort pour déplacer ces vieilles malles lourdes. Nous devons faire de la place. Mon rôle, le bourreau de travail. Pour une fois, j'étais ravi de jouer le jeu. Le grenier était un paysage poussiéreux et oublié d'histoire familiale, et l'endroit parfait pour dissimuler des choses. J'ai passé la matinée à transporter des cartons de vieux vêtements et de décorations de Noël. J'ai transpiré, j'ai toussé dans la poussière et j'ai joué le rôle du fils parfait. En déplaçant une vieille malle contenant les uniformes militaires de mon grand-père, je l'ai vu, dissimulé derrière une pile d'encyclopédies tachées par l'eau, presque entièrement cachée dans l'ombre sous la pente du toit, se trouvait une petite boîte métallique grise à dossier. Elle était élégante et moderne, totalement déplacée au milieu de ce capharnaüm vieux de plusieurs décennies. Elle avait une serrure à l'avant, elle était verrouillée. Mon pouce est accéléré. On n'enferme pas à clé des vieilleries sentimentales, on enferme des secrets. J'ai attendu mon heure. Plus tard dans l'après-midi, mes parents sont sortis faire des courses. La maison était vide. J'ai monté les escaliers du grenier à toute vitesse, le cœur battant la chamade. J'ai récupéré la boîte et l'ai apportée dans ma chambre, verrouillant ma propre porte derrière moi. Je n'avais pas la clé, mais mes années d'homme à tout faire m'avaient appris 2 ou 3 choses, un trombone solide et un petit tournevis ont suffi. J'avais l'impression d'être un espion dans un film de série B, mes mains tâtonnant avec la serrure. Après quelques instants de tension, j'ai entendu un clic satisfaisant. La boîte s'est ouverte. Le contenu n'était pas sensationnel au premier abord, juste des dossiers soigneusement organisés, mais les étiquettes sur les onglets ont coupé mon souffle dans ma gorge, Épargne Bank of America, compte d'investissement Fidelity, portefeuille d'actions E-Trade. Ce n'étaient pas de vieux comptes oubliés, ils étaient actifs. J'ai sorti le premier dossier, c'était un relevé de compte d'épargne Bank of America au nom de Henry et Eleanor Chan, daté de 2 mois auparavant à peine. J'ai regardé le récapitulatif en haut de la page. Mes yeux ont parcouru le numéro de compte pour chercher le solde, et c'est là que je l'ai vu, solde de clôture, 82 451,37 $. Le chiffre ne semblait pas réel. Il dansait devant mes yeux. 82 000 $. Alors qu'ils pleuraient misère devant moi, alors qu'ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas payer l'hypothèque, ils avaient plus d'argent dormant sur un seul compte d'épargne que je n'en avais gagné au cours de la dernière année et demie. J'ai ressenti une vague de nausée si intense que j'ai dû m'asseoir sur mon lit. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une mauvaise gestion financière, c'était une escroquerie froide, calculée et préméditée sur le long terme. J'ai fouillé frénétiquement les autres dossiers, c'était pire. Le compte Fidelity contenait un portefeuille de fonds communs de placement d'une valeur de plus de 30 000 $. Le compte trade était plus modeste, principalement des actions de premier ordre, mais cela représentait encore 15 000 $. En tout et pour tout, ils avaient près de 130 000 $ d'actifs liquides qui m'étaient totalement dissimulés. J'ai commencé à examiner l'historique des transactions, et c'est là que j'ai senti le dernier morceau de mon cœur se transformer en pierre. J'ai vu des dépôts mensuels sur le compte d'épargne, 1 000 $ par-ci, 1 500 $ par-là.
Les dates étaient glaçantes, elles correspondaient souvent à la première semaine du mois, juste après que je leur avais versé mon paiement pour l'hypothèque. Le tableau était désormais d'une clarté brutale et écœurante, ils prenaient mon argent pour payer la maison, et prenaient l'argent qu'ils auraient dû utiliser pour la maison pour l'injecter directement dans leur épargne secrète. Je ne les maintenais pas simplement à flot, j'étais leur principale source de capital d'investissement. Je n'ai pas hésité. J'ai disposé chaque document sur mon lit, d'une main ferme dont j'ignorais l'existence, j'ai photographié chaque page avec mon téléphone, les résumés, les historiques de transactions, absolument tout. J'ai créé un nouveau sous-dossier dans mon espace cloud de preuves, que j'ai nommé « La preuve irréfutable ». J'ai soigneusement replacé chaque papier dans son dossier, remis les dossiers dans la boîte, les refermé d'un coup sec et les rapporté au grenier. Je l'ai replacé dans son coin sombre derrière les encyclopédies, un serpent caché attendant de frapper. Quand je suis redescendu dans ma chambre, la rage avait disparu. Elle avait été remplacée par quelque chose de bien plus froid, de bien plus dangereux, un sentiment de détermination absolue et inébranlable. Le fils qu'il connaissait avait disparu à jamais, et à sa place se tenait un créancier venu recouvrer sa dette. Les semaines qui ont suivi la découverte de la boîte ont été les plus difficiles. Je vivais avec une bombe à retardement et l'attente était un supplice. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Mon avocat, Jonathan, un homme affûté et pragmatique que j'avais trouvé après 3 consultations, avait examiné mes preuves. Alors j'ai attendu. Je suis allé au travail. J'ai souri à la table du dîner. J'ai écouté les grands discours de mon père sur l'importance du travail acharné et les plaintes de ma mère sur la hausse du prix des courses. L'hypocrisie était si épaisse que j'avais du mal à respirer. Mais j'ai gardé le silence, j'étais un serpent enroulé qui attendait son heure. L'attaque est venue, comme vous le savez, à 23h27 un mardi. Le message texte de mon père était l'erreur que Jonathan attendait. Il était arrogant, il était cruel, et c'était le plus beau cadeau que mon père m'ait jamais fait, la preuve matérielle de son intention de m'évincer du bien immobilier, un terme juridique capital. J'ai transféré la capture d'écran à Jonathan. Mon courriel ne contenait que 4 mots, ça y est. Sa réponse a été presque instantanée, reçu. Je dépose la requête en partage judiciaire et la demande pour enrichissement sans cause dès la première heure demain matin. L'huissier sera à leur porte dès l'après-midi. Mon conseil maintenant est capital, coupe totalement les ponts. Ne réponds pas à leurs appels. Ne réponds pas à leurs messages. N'entre en contact d'aucune façon. Laisse toutes les communications passer par moi. Laisse-les paniquer. Et ils ont paniqué. Dès l'après-midi suivant, mon téléphone s'est mis à exploser. D'abord un appel de ma mère, son nom a clignoté sur l'écran, je l'ai regardé, le cœur battant un peu, et j'ai appuyé sur le bouton pour rejeter l'appel. La sensation était incroyable. Elle a rappelé immédiatement, j'ai rejeté à nouveau. Le message vocal qu'elle a laissé était de la pure fureur hystérique. Michael Chan, qu'est-ce que cela signifie? Un homme est venu à notre porte, il nous a remis des actes d'huissier. Tu nous poursuis en justice? Ta propre famille? Après tout ce qu'on a fait, c'est comme ça que tu me remercies? Rappelle-moi à la seconde. Puis est venue la salve de mon père, appel après appel, sans arrêt. Il n'a même pas pris la peine de laisser un message vocal, c'était juste un assaut de colère ininterrompu sur mon téléphone. Je l'ai mis en silencieux et l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Le point culminant est arrivé le lendemain matin, l'appel du numéro inconnu, le message vocal paniqué et bégayant de leur avocat, Monsieur Davis, un homme qui venait manifestement d'avoir la pire conversation de sa vie avec ses clients, Monsieur Chan, nous avons un grave problème. J'ai écouté ce message vocal 3 fois. C'était le son du rapport de force qui basculait. Le son de leur monde soigneusement échafaudé qui commençait à voler en éclats. Le son de leur arrogance qui se fracassait de plein fouet contre le mur de ma réalité méticuleusement documentée. Ils pensaient me jeter dehors, ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'ouvrir la porte pour que j'entre et récupère la moitié de tout ce qu'ils possédaient. La guerre avait commencé, non pas avec fracas, mais par le dépôt discret d'un acte juridique, et j'allais l'emporter. La semaine qui a suivi a été une partie d'échecs stratégiques. Le premier coup de ma famille a été une guerre éclair émotionnelle incessante. Mon téléphone était un champ de bataille aux tactiques progressives, les messages de colère ont laissé place à des supplications de ma mère, Michael, nous pouvons en parler. Pas besoin d'avocat. C'est une affaire de famille. Tu me brises le cœur.
Puis sont venues les tentatives de culpabilisation de ma sœur Olivia. Mike, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais tu as tout faux. Tu es en train de détruire cette famille pour de l'argent. S'il te plaît, appelle papa. J'ai suivi les conseils de Jonathan comme une religion. Je ne me suis pas contenté de les ignorer, je les ai bloqués, sur chaque numéro. J'ai créé un filtre de mails qui archivait automatiquement leurs messages dans un dossier partagé avec Jonathan. Leurs supplications désespérées et leurs accusations furieuses ne sont devenues rien d'autre que des pièces à conviction supplémentaires pour notre dossier. Mon silence était mon bouclier et mon épée, ils me protégeaient de leurs manipulations et je savais qu'ils les rendaient absolument fous. Pendant qu'ils se débattaient, j'ai passé cette semaine à consolider ma position. J'ai retrouvé Cooper autour d'un café. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il n'a pas été surpris, je le savais, mec, a-t-il dit en secouant la tête de dégoût. La façon dont ton père te parlait sur ses chantiers, comme si tu étais son ouvrier et pas son fils. Cette facture que je t'ai envoyée, laisse-moi la rendre officielle. Je vais la faire certifier par un notaire. Tu mérites chaque centime que tu tireras d'eux. Ma visite suivante a été plus difficile, je suis allé voir Madame Gable. Je l'ai trouvée en train de s'occuper de ses rosiers. J'ai ressenti un nœud de culpabilité dans l'estomac à l'idée d'entraîner cette gentille dame âgée dans le panier de crabes de ma famille. Je me suis assis avec elle sur sa balancelle de Porsche et je lui ai tout raconté, sans lui épargner les détails les plus laids. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux doux ne quittant jamais mon visage. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main et a pris la mienne, sa peau était douce et fine comme du papier. Michael, a-t-elle dit d'une voix empreinte d'une force qui m'a surpris, cela fait 20 ans que je t'observe. Je t'ai vu déneiger leur allée après une tempête de neige alors que tu n'étais qu'un enfant, pendant que ton père regardait par la fenêtre. J'ai entendu ta mère se vanter un jour devant moi de n'avoir jamais eu besoin d'engager un peintre parce qu'elle t'avait, toi. Elle le disait comme si elle était fière d'être si maligne. Elle a serré ma main, n'éprouve pas une once de culpabilité. Parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est de tenir tête à ceux qui sont censés la protéger. Ton avocat peut m'appeler, je serai ravi de signer une attestation sous serment. Je leur dirai ce que j'ai vu. En quittant sa maison, j'ai ressenti un profond sentiment de légitimité. Il ne s'agissait plus seulement de mes feuilles de calcul et de mes reçus, c'était la vérité, observée et confirmée par d'autres. Mon dossier n'était plus une simple compilation de données, c'était une histoire, et c'était une histoire indéniablement vraie. La veille de la médiation prévue, Jonathan et moi avons tenu notre dernière séance de stratégie. Il avait posé les 2 volumineux classeurs de preuves sur sa table de conférence, ils ressemblaient à des armes. Très bien, a-t-il dit. Voici le plan, ils vont essayer de jouer sur l'émotionnel. Ils vont pleurer. Ils vont crier. Ils vont parler de ton enfance, de l'amour d'une mère, des sacrifices d'un père. Tout cela n'est que du théâtre. Tu ne dois pas intervenir. Tu es un observateur silencieux. Tu les regardes dans les yeux et tu ne dis rien. Laisse-moi jouer le rôle du méchant. Laisse-moi être celui qui présente les faits froids et bruts. Notre but n'est pas de nous réconcilier, notre but est de leur faire comprendre l'erreur catastrophique qu'ils ont commise et de les pousser à capituler. Il a tapoté le premier classeur, et avec ceci, a-t-il dit avec un mince sourire confiant, la capitulation est leur seule option. La salle de réunion du cabinet de leur avocat ressemblait au décor d'une tragédie. La table en acajou était si cirée que je pouvais y voir mon propre reflet anxieux. L'air était épais et sentait le vieux cuir et la peur, la mienne, et bientôt la leur. Jonathan et moi étions assis d'un côté, nos 2 épais classeurs posés bien au centre de la table comme une déclaration de guerre. La porte s'est ouverte et ils sont entrés. C'était la première fois que je les voyais depuis plus d'une semaine. Mon père, Henri, est entré le premier, le visage sombre d'une fureur moralisatrice. Il essayait d'imposer son autorité, mais je voyais le tremblement de sa main. Ma mère, Éléanore, a suivi, tamponnant déjà ses yeux avec un mouchoir, son visage formant le masque soigneusement composé d'une matriarche blessée. Et derrière eux, ma sœur Olivia, pâle et hésitante, incapable de croiser mon regard. Leur avocat, Monsieur Davis, tout agité, s'est engouffré derrière eux comme un homme qu'on mène à son propre peloton d'exécution. Ils ont pris place. Le silence s'est étiré pendant 1 minute entière, un vide tendu et vibrant. Mon père a braqué ses yeux sur moi, avec un regard de haine pure et de trahison. J'ai soutenu son regard, le visage totalement impassible, exactement comme Jonathan me l'avait enseigné.
mon détachement émotionnel a semblé le déstabiliser bien plus que n'importe quel éclat de voix n'aurait pu le faire. Monsieur Davis, suant légèrement sous les néons, s'est raclé la gorge et a commencé « Merci à tous d'être venus. L'objectif ici est de trouver une issue amiable à ce qui est manifestement un douloureux malentendu familial. » Un malentendu? La voix de mon père a tonné tandis qu'il frappait la table du poing. Le bruit a claqué dans la pièce, il n'y a aucun malentendu. C'est une trahison, un acte de profond irrespect de la part d'un fils à qui nous avons tout donné. Nous t'avons logé, nourri, et voilà comment tu nous remercies, en essayant de voler notre retraite avec un avocat véreux et hors de prix. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé ces paroles couler sur moi, ce n'étaient que les derniers rugissements d'un roi déchu. Ma mère s'est mise à pleurer sur commande, nous t'aimons, Michael, a-t-elle sangloté, la voix nouée. Comment peux-tu penser que nous aurions pu vouloir te faire du mal? Toute l'aide que tu as apportée venait du cœur. C'était un fils qui prenait soin de ses parents. C'est ce qu'on fait dans une famille. Jonathan l'a laissé terminer. Il lui a accordé un moment de silence, laissant sa prestation flotter dans l'air. Puis il a pris la parole, d'une voix calme, précise et totalement dénuée d'émotion. « Madame Chan, Monsieur Chan, a-t-il commencé, faisons l'économie de la comédie. Nous ne sommes pas ici pour discuter de sentiments, nous sommes ici pour discuter de faits et de chiffres. Et les faits, je le crains, racontent une toute autre histoire. » Il s'est avancé et a ouvert le premier classeur d'un coup sec. Vous affirmez que Michael n'était qu'un locataire payant sa juste part. Pourtant, nous disposons de cette année de relevés bancaires démontrant des versements qui dépassent de loin tout loyer raisonnable du marché pour une chambre dans votre maison. De plus, nous avons des dizaines de courriels et de SMS de votre part sollicitant ces fonds, n'utilisant jamais le mot loyer, mais employant fréquemment des termes comme urgence, déficit et prêt. Il a tourné le classeur vers eux. Sur la première page se trouvait la copie agrandie d'un courriel de mon père. Michael, on doit parler. La banque a encore appelé au sujet de l'hypothèque. On est vraiment dans le pétrin. En dessous figurait la preuve de mon virement de $1850 le lendemain. Ceci n'est pas un contrat de location, a dit froidement Jonathan. C'est la preuve documentée d'extorsion financière sous de faux prétextes. Il s'est mis à tourner les pages, chaque feuille était un nouveau coup de massue. Le reçu de la nouvelle toiture, la facture du plombier, le relevé de carte de crédit montrant les nouveaux appareils électroménagers. Le visage de mon père s'assombrissait de plus en plus. Les sanglots de ma mère sont devenus plus discrets, plus sincères. Monsieur Davis feuilletait frénétiquement son propre dossier squelettique, l'air totalement pris au dépourvu, on ne lui avait manifestement présenté que la version de ses clients. Puis est venu le moment qui a anéanti le moindre vestige d'affection qu'il me restait pour ma sœur. Olivia, restée muette jusqu'alors, est intervenue, mais il était toujours content d'aider, a-t-elle dit d'une voix qui n'était qu'un murmure. Il aimait réparer les choses. Il a proposé de faire la terrasse, il disait que ça lui faisait de l'exercice. La trahison a été si vive, si totale qu'elle m'a coupé le souffle. Elle ne faisait pas que les défendre, elle participait activement au mensonge. Elle tentait d'effacer mon vécu pour dépeindre mes années de travail forcé comme un simple loisir. Elle faisait de moi le méchant de ma propre histoire. En cet instant, je l'ai vue pour ce qu'elle était réellement, non pas une spectatrice innocente, mais une complice consentante. La remarque d'Olivia a été la bouée de sauvetage que mon père attendait désespérément. Il s'y est accroché, exactement, a-t-il tonné en pointant Olivia du doigt. Sa propre sœur sait qu'il aimait ça. Il en tirait de la fierté. Tout ce procès est une invention, un délire tordu créé par un gamin cupide et ingrat qui a oublié le sens du mot famille. M. Davis, leur avocat, a tenté de surfer sur cet élan, bien qu'il ait paru de plus en plus mal à l'aise, la position de mes clients et que les contributions de Michael, tant financières que physiques, ont été faites de son plein gré et par amour. Il n'y a jamais eu d'attente de remboursement ou de droit de propriété. C'est le cas classique du donateur qui éprouve des regrets par la suite. Jonathan a écouté tout ce discours avec une patience déconcertante. Il a laissé les mots « ingrat » et « donateur » flotter dans la pièce. Puis, lentement, délibérément, il a refermé le premier classeur. Le claquement des anneaux métalliques a résonné comme le marteau d'un juge. Il a ensuite posé sa main sur le second classeur, comme s'il s'agissait d'un livre sacré. « Parlons donc de cadeaux », a dit Jonathan d'une voix prenant désormais un accent dangereux. «
Parlons du récit que vous avez échafaudé, l'histoire d'une pauvre famille en difficulté qui lutte pour garder la tête hors de l'eau, sauvée par son fils aimant et généreux. C'est la vérité, a insisté ma mère d'une voix fluette. Vraiment, a demandé Jonathan. Il a ouvert le second classeur. Contrairement au premier qui contenait des documents en noir et blanc, celui-ci était rempli d'impressions couleur sur papier glacé. Il a fait glisser la première feuille sur la table en acajou, elle s'est arrêtée juste devant mon père. C'était le relevé du compte d'épargne secret Bank of America, celui affichant un solde de 82 000 $. Pouvez-vous identifier ce compte, Monsieur Chan, a demandé poliment Jonathan. Mon père a fixé le papier, tout le sang a quitté son visage. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Monsieur Davis s'est penché pour regarder et sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Il a regardé mes parents avec une expression de stupeur pure et sans mélange. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il articulé en silence vers eux. Avant même qu'il ne puisse formuler un mensonge, Jonathan a fait glisser un autre document sur la table, c'était le récapitulatif du portefeuille d'investissement Fidelity. Et celui-ci, a-t-il insisté. Un compte contenant un panier diversifié d'actions et de fonds communs, actuellement valorisé à plus de 30 000 $. Ma mère a émis un petit bruit étranglé au fond de la gorge. Les yeux d'Olivia allaient et venaient entre ses parents et les feuilles de papier, son visage étant un masque d'incompréhension. Mais le cadeau qui m'intéresse le plus, a poursuivi Jonathan d'une voix glaciale, c'est celui-ci. Il a fait glisser le document accablant final, le récapitulatif du « Fonds universitaires et d'avenir d'Olivia Chan », affichant un solde de plus de 114 000 $. Ce compte, a expliqué Jonathan devant l'assistance médusée, a été ouvert il y a 7 ans, le mois même où vous avez affirmé pour la première fois que vous étiez sur le point d'être saisi et que vous avez demandé à Michael de commencer à payer l'hypothèque. Nous avons fait analyser les dépôts par un expert comptable judiciaire, et quel schéma fascinant a-t-il découvert, les dépôts les plus importants sur ce fonds d'avenir ont été réalisés précisément les mois où Michael payait pour vos prétendues urgences. 4 200 $ pour la toiture versée par Michael, suivi d'un dépôt de 4 000 $ sur le fonds d'Olivia une semaine plus tard. 2 500 $ pour le chauffe-eau versé par Michael, suivi d'un dépôt de 2 500 $ 2 jours après. Il s'est penché en avant, sa voix descendant presque à un murmure, il apparaît que vous n'utilisiez pas l'argent de Michael pour survivre, vous l'utilisiez comme votre banquier privé pour constituer un trésor secret à votre fille. Vous ne vous contentiez pas de garder la tête hors de l'eau, vous vous enrichissiez sur son travail. Le silence dans la pièce était absolu, c'était le silence d'un tombeau. Olivia fixait ses parents, la bouche grande ouverte dans ce qui semblait être une véritable stupeur. Il semblait que c'était un secret qu'ils n'avaient pas partagé avec leur enfant chéri, elle était la bénéficiaire d'un crime qu'elle ignorait voir commis. Mon père respirait péniblement, son visage marbré de rouge et de blanc. Ma mère pleurait ouvertement désormais, mais ce n'étaient plus les larmes de crocodile de tout à l'heure, c'étaient les larmes d'une escroc qui venait d'être démasquée. Jonathan a laissé le poids de cet instant s'installer. Puis il a asséné le coup de grâce, il a sorti un tout dernier morceau de papier, l'impression du message texte de mon père. Il l'a délicatement posé sur les relevés financiers, et quand vous avez pensé l'avoir essoré jusqu'au dernier centime, a dit Jonathan avec une voix vibrant de mépris, quand vous avez été prêt à encaisser l'argent de la maison qu'il avait entretenue et payée. Voici les remerciements qu'il a reçus, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'es plus le bienvenu. Il a regardé droit dans les yeux M. Davis, ceci n'est pas un malentendu familial, c'est un dossier d'escroquerie financière prémédité et durable, couronné par un acte d'une malveillance indiscutable. Maintenant, comment allons-nous discuter d'un accord équitable? Ou préférez-vous expliquer ces pièces devant un juge? C'était un échec et mat, une victoire totale. J'ai regardé les visages des personnes qui m'avaient élevé et je n'ai rien vu d'autre que les visages vides et vaincus d'inconnus pris la main dans le sac. C'était l'instant qui a tout changé, le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à présent, vous êtes formidable. N'hésitez pas à m'aider en aimant cette vidéo et en écrivant le chiffre 1 en commentaire ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'ici. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes épreuves ont un sens pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. La suite de la médiation n'a été qu'une formalité, ce n'était plus une négociation, c'était une capitulation. Monsieur Davis, visiblement écœuré par ses propres clients, leur a rapidement conseillé d'accepter notre demande initiale, une part de 50% de la valeur nette de la maison, obtenue par une vente sur licitation ordonnée immédiatement par le tribunal.
Mon père a tenté de balbutier de vagues propositions d'échéancier de paiement pour garder la maison dans la famille, mais Jonathan l'a fait taire d'un seul regard glacial. Les documents ont été signés avant même que nous ne quittions la pièce. Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à un étrange purgatoire. La justice avançait lentement, mais l'issue était désormais inéluctable, le tribunal n'avait plus qu'à entériner l'accord auquel nous étions parvenus. J'ai passé cette période sur le canapé de Dominique, vivant dans une valise, me sentant comme un réfugié d'une guerre que je venais de remporter. Le jugement définitif est arrivé par courriel, c'était un document juridique aride, mais pour moi, c'était une proclamation d'émancipation. Il me déclarait copropriétaire légal du bien et ordonnait sa vente immédiate avec partage égal du produit de la vente. J'ai fixé le fichier PDF sur l'écran de mon ordinateur portable, j'avais réussi. Je m'étais battu contre le système conçu pour me maintenir au sol, et j'avais gagné. Mais je n'éprouvais pas d'euphorie, c'était un épuisement silencieux, profond et viscéral. L'adrénaline qui m'avait porté pendant des mois s'est dissipée, laissant un grand vide derrière elle. Mon premier geste en tant que propriétaire légal a été de demander à Jonathan de lancer la vente. Je voulais que ce soit terminé, je voulais que cette maison, ce monument à ma propre exploitation, soit transformé en argent liquide et rayé de ma vie. Le panneau « À vendre » a été planté sur la pelouse une semaine plus tard. Je suis passé en voiture ce soir-là, me garant de l'autre côté de la rue simplement pour la regarder. C'était un spectacle étrange, toute mon enfance, toute mon identité de « bon fils » était désormais sur le marché, réduite à un prix de vente et à des dates de visite libres. C'était une vision douloureuse, mais aussi porteuse d'espoir, ce n'était pas seulement une maison à vendre, c'était mon passé qui était liquidé, et j'avais hâte d'en être débarrassé. La vente de la maison devenant imminente, le désespoir de ma famille a atteint son paroxysme. Leur voie de recours juridique étant épuisée, ils sont revenus à leur arme la plus ancienne et la plus éprouvée, la manipulation affective. Les messages vocaux étaient quotidiens, ma mère pleurait en évoquant des souvenirs, mes premiers pas dans le salon, affirmant que j'étais en train de détruire leur héritage. Mon père laissait des messages de colère incohérents me traitant de traître et m'accusant d'avoir été manipulé par mon avocat véreux. Je savais que je ne pouvais pas simplement disparaître, pour ma propre tranquillité d'esprit, j'avais besoin d'une conclusion définitive. J'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur, non pas dans un cabinet d'avocats, mais face à face. J'ai accepté de les retrouver pour un café, à la seule condition qu'Olivia ne soit pas présente, cela ne concernait que nous trois. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks impersonnel et froid, un terrain neutre qui ne portait aucun souvenir. Ils avaient l'air au bout du rouleau, ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines à peine, le stress et la honte ayant fait leur œuvre. Ma mère a parlé la première, ses mains serrant sa tasse comme pour y puiser de la chaleur. « Michael » a-t-elle commencé, la voix tremblante. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Nous nous sommes égarés, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement effacer ta famille. Ce n'est pas moi qui l'ai effacé, ai-je répondu d'une voix calme et assurée. J'avais répété ce moment, je ne les laisserai pas me provoquer. C'est vous. Vous l'avez effacé avec chaque facture que vous m'avez tendue, avec chaque mensonge que vous avez proféré, avec chaque dollar que vous avez détourné sur un compte secret tout en me disant que vous étiez fauché. C'était pour Olivia, est intervenu mon père, haussant le ton. Nous voulions juste qu'elle démarre bien dans la vie. Tu t'en sortais si bien, tu étais fort, nous pensions que tu pouvais assumer. Fort, ai-je répété, un rire amer m'échappant. C'est votre mot. Moi, j'appelle ça se faire exploiter. Vous êtes-vous arrêté une seule fois pour penser à mes rêves? M'avez-vous déjà demandé ce que je voulais pour mon avenir? Ou n'étais-je que le moteur, la bête de somme censée tirer la charrette familiale pendant qu'Olivia était assise à l'intérieur? Ils sont restés sans voix. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, ai-je continué en me penchant en avant. Je ne suis pas venu pour obtenir des excuses, car franchement, je ne pense pas que vous soyez capable d'en formuler de sincères. Je suis venu vous dire adieu. Le tribunal va partager l'argent. Après cela, nous en aurons terminé. Vous allez oublier mon numéro de téléphone, vous allez oublier mon adresse. Vous ne parlerez de moi que comme d'un souvenir, car c'est tout ce que je serai pour vous. Ma mère s'est remise à pleurer, tu ne peux pas penser cela. Je suis ta mère. Une mère n'aurait pas fait cela, ai-je dit, les mots sortant plus froids que je ne l'avais prévu. Un père n'aurait pas envoyé ce message texte. Vous avez cessé d'être mes parents il y a bien longtemps, vous êtes devenus mes employeurs, et je viens de faire un audit.
Et maintenant, je démissionne. Je me suis levé, laissant ma tasse de café intacte sur la table. J'ai regardé leur visage stupéfait et anéanti une dernière fois, j'ai ressenti une lueur de pitié, mais elle a été rapidement éteinte par le souvenir de leur trahison. Bonne continuation en Floride, ai-je dit. Puis j'ai tourné les talons, franchi la porte et ne me suis pas retourné. La vente de la maison s'est conclue en un temps record, une jeune famille désireuse de s'installer dans le quartier a payé au-dessus du prix demandé. Une fois la poussière retombée, une fois que les avocats, les agents et l'État ont eu prélevé leur part, un virement bancaire est apparu sur mon compte nouvellement ouvert. Le chiffre semblait irréel, 319 742,18 $. Fixer ce solde sur mon application bancaire donnait l'impression de regarder une faute de frappe. Durant toute ma vie d'adulte, mon compte avait été un lieu de pénurie, une bataille permanente pour rester au-dessus de zéro. C'était désormais un lieu de possible, un nombre qui représentait la liberté, mes arriérés de salaire, le prix de ma souffrance et la clé de mon avenir. Ma première démarche n'a pas été extravagant, je n'ai pas acheté de voiture de sport. J'ai engagé un conseiller financier hautement recommandé nommé Sébastien. Nous nous sommes assis dans son bureau et, pour la première fois, je me suis senti comme un véritable adulte. Il a écouté mon histoire avec une empathie calme et professionnelle, ce n'est pas seulement une rentrée d'argent inespérée, Michael, m'a-t-il dit. C'est une réparation. Notre tâche est de faire fructifier cet argent pour vous, afin de bâtir l'avenir qui avait été mis entre parenthèses. Nous avons passé des heures à élaborer une stratégie, nous avons maximisé mes comptes de retraite, nous avons bâti un portefeuille d'investissement diversifié, nous avons mis de côté un fonds d'urgence confortable et, surtout, nous avons calculé un budget sûr et raisonnable pour un apport sur un logement, un bien qui serait le mien et uniquement le mien. La recherche immobilière a été une expérience joyeuse. Dans chaque maison témoin où j'entrais, je ne regardais plus les robinets qui fuient et les cloisons fissurées comme une corvée à accomplir, j'y voyais du potentiel, un endroit où je pourrais être en paix. J'ai trouvé mon bonheur dans un quartier calme et arboré que je n'aurais jamais pu m'offrir auparavant, une maison de ville petite mais parfaite, avec une parcelle d'herbe à l'arrière pour un jardin et une grande baille vitrée dans le salon qui inondait l'espace de la lumière du matin. Le jour de la signature, quand l'avocat a fait glisser les clés sur la table vers moi, j'ai failli pleurer. J'ai roulé directement jusqu'à la maison de ville et je suis entré, l'écho de mes pas dans les pièces vides a été le plus beau son du monde. C'était le son d'un nouveau départ. Mes amis Dominique et Cooper ont été mes héros pendant cette période, ils m'ont aidé à peindre, à déménager mes maigres affaires de l'appartement de Dominique. Nous avons fêté cette première nuit avec de la pizza et de la bière bon marché, assis par terre dans mon salon vide, et je me suis senti plus riche que jamais dans ma vie. Au fil des mois suivants, j'ai lentement et avec amour transformé cette maison vide en un véritable foyer, j'ai acheté un canapé confortable, j'ai accroché des tableaux au mur, des œuvres qui me plaisaient à moi. J'ai planté un petit potager dans le jardin et j'ai découvert la joie simple de regarder quelque chose pousser pour son propre plaisir, et non pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Un soir, j'étais assis sur ma terrasse arrière à regarder le coucher de soleil, une bière fraîche à la main. Mon téléphone a vibré, c'était une notification d'une application immobilière. L'appartement que mes parents avaient acheté en Floride venait de subir une baisse de prix, ils essayaient déjà de le revendre. J'ai ressenti une brève tristesse détachée pour eux, leur grand projet bâti sur un mensonge s'était effondré comme un château de cartes. Ils avaient troqué leur fils contre un rêve qui n'avait même pas duré 1 an. J'ai supprimé l'application, leur vie n'était plus mon problème, j'avais mon propre jardin à cultiver. En finissant de déballer mes derniers cartons, je suis tombé sur une petite boîte oubliée étiquetée « Souvenir de maman ». Elle était remplie d'objets ayant appartenu à ma grand-mère Rose, décédée des années plus tôt. Je l'avais gardée pour ma mère et l'avais complètement oubliée. Mon premier réflexe a été de jeter toute la boîte à la poubelle pour purger le dernier vestige d'elle de ma nouvelle vie. Mais quelque chose m'a retenu, ma grand-mère avait toujours été une source d'amour discret et inconditionnel dans mon enfance chaotique. Je devais à sa mémoire de regarder au moins ce qu'il y avait à l'intérieur. La boîte contenait les objets habituels, de vieilles photos sépia, une paire de lunettes de lecture, un corsage séché. Mais tout au fond se trouvait une épaisse liasse de lettres nouées d'un ruban bleu décoloré et fragile. Les lettres étaient adressées à sa sœur, ma grand-tante Margaret. Les cachets de la poste dataient des années 1980, à l'époque où ma propre mère était une jeune femme débutant sa vie avec mon père. Je me suis assis sur le sol de mon nouveau bureau, sous le soleil de l'après-midi, et j'ai commencé à lire.
L'écriture cursive de ma grand-mère était élégante et fluide, en contraste frappant avec la laideur de ce que les mots révélaient. Les premières lettres débordaient de fierté au sujet de sa fille Éléanore. Mais le ton s'est rapidement gâté. Extrait de 1985, Éléanore a encore appelé. Elle et Henri ont du mal à payer les traites de la voiture. Elle pleurait tellement au téléphone, disant qu'ils allaient être ruinés. Bien sûr, ton père et moi leur avons envoyé l'argent. Que pouvions-nous faire d'autre? C'est notre fille. Une lettre de 1987, j'ai bien peur que nous ayons fait une erreur avec Éléanore. Il semble que chaque fois qu'elle et Henri veulent quelque chose, un nouveau meuble, des vacances, une nouvelle crise surgit que nous seuls pouvons résoudre. Franck commence à appeler cela le fonds d'urgence Éléanore. J'en ris, mais cela me fait mal de penser qu'elle profite peut-être de notre amour. Puis est venue la lettre qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Elle datait de 1988, juste après que mes parents eurent acheté la maison que je venais de vendre, ma très chère Margaret, écrivait ma grand-mère, la maison est charmante, mais j'ai un terrible pressentiment. Nous avons dû leur donner presque toutes nos économies pour l'apport. Éléanore a juré sur tous les tons qu'il s'agissait d'un prêt, qu'il nous rembourserait dès que la grande promotion d'Henri arriverait. Mais maintenant, quand j'aborde le sujet, elle se met tellement en colère. Elle m'accuse de ne pas lui faire confiance, d'aimer l'argent plus que mon propre enfant. Elle a une façon de déformer les choses qui me fait passer pour la personne déraisonnable. Je regarde ma fille et j'ai parfois l'impression de regarder une inconnue très intelligente et très exigeante. Je m'inquiète, Margie. Vers qui se tournera-t-elle quand nous ne serons plus là? J'ai reposé la lettre, les mains tremblantes. Ce n'était pas moi, cela n'avait jamais été seulement moi. Je n'étais pas la première victime, j'étais juste la suite de l'histoire. Ma mère n'était pas l'architecte de ce mécanisme, elle en était l'héritière. Elle avait appris dès son plus jeune âge à transformer l'amour en arme, à monétiser la culpabilité, à traiter ses propres parents comme une ressource à épuiser. Et quand cette ressource s'est tarie, mon père et elle ont simplement transmis le schéma à la génération suivante, ils ont confié à Olivia le rôle de la bénéficiaire privilégiée, et ils m'ont confié le rôle que ma grand-mère avait joué, la banque infiniment aimante et infiniment exploitable. Cela n'excusait pas leurs actes, cela n'effaçait pas la douleur, mais cela expliquait la pathologie, c'était une maladie, une malédiction générationnelle transmise comme un héritage sombre et perverti. Assis là dans ma maison paisible, une maison bâtie selon mes propres règles, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Mon combat avait été bien plus qu'une simple question d'argent ou de maison, il s'agissait de briser un cycle. Ma grand-mère avait été piégée par l'amour qu'elle portait à sa fille, mais j'avais reçu le cadeau de leur ultime trahison, ce message texte qui m'avait enfin libéré. Il m'avait poussé si loin que je n'avais eu d'autre choix que de briser la chaîne. Et ce faisant, je m'étais non seulement sauvé moi-même, mais j'avais aussi honoré la souffrance de la femme qui m'avait précédé, le cycle s'est arrêté avec moi. Plus d'1 an s'est écoulé depuis que j'ai quitté ce café. La vie est calme désormais, de la meilleure façon qui soit. Mon travail reste exigeant, mais je le laisse au bureau. Mes soirées et mes week-ends m'appartiennent, je me suis mis à la randonnée, j'ai renoué avec de vieux amis, je me bâtis une existence riche en expériences et non plus en obligations. Je n'ai plus de nouvelles directes de leur part, mais quelques bribes d'informations filtrent parfois par la famille élargie, ils ont revendu l'appartement de Floride à perte, ils louent un logement quelque part dans le Midwest près de parents éloignés de mon père. Et la galerie d'art d'Olivia a fermé après 6 mois. Je ne me réjouis pas de leurs échecs, mais je n'en porte pas non plus la responsabilité, ils sont les artisans de leur propre malheur. De temps en temps, je repense à ce message texte, ces quelques phrases qui devaient causer ma perte, nous avons changé toutes les serrures. Tu n'as plus de chez toi. Ils pensaient porter un coup de grâce dévastateur, ils pensaient faire la démonstration de leur pouvoir absolu sur moi. Mais ils ont mal compris la nature des prisons, une prison n'est pas toujours un endroit avec des barreaux. C'est parfois une maison où votre valeur est mesurée par votre utilité, c'est parfois une famille où l'amour est conditionné par votre soumission. Ils ne m'ont pas enfermé dehors, ils m'ont libéré. Ce message texte n'était pas la fin de mon histoire, c'était la clé. C'était le seul acte de cruauté si flagrant, si indéniable qu'il m'a donné la permission de me sauver enfin. Il a brisé l'illusion de la famille et a révélé la réalité crue de la transaction financière qu'elle était devenue. La plus grande leçon qu'il m'ait jamais enseignée est qu'un foyer n'est pas fait de 4 murs et d'un toit, un foyer est un endroit où vous êtes en sécurité, un endroit où vous êtes vu, un endroit où vous êtes aimé pour ce que vous êtes et non pour ce que vous pouvez apporter. J'ai cela désormais, je l'ai bâti pour moi-même.
Je franchis ma porte d'entrée chaque soir et la seule personne envers qui j'ai des comptes à rendre, c'est moi. Je ne suis plus l'homme à tout faire, le distributeur de billets, le bon fils, je suis simplement Michael, et c'est bien plus que suffisant. Ils ont changé les serrures de leur maison, mais ce faisant, ils m'ont forcé à trouver les clés de ma propre vie, et pour cela, d'une façon étrange et inattendue, je leur serai éternellement reconnaissant. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a trouvé un écho en vous. C'est une chose étrange et difficile lorsque les personnes censées vous aimer le plus sont celles qui vous causent le plus de tort. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous avez dû choisir entre votre propre bien-être et une relation familiale? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon expérience, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Cela m'aide vraiment. Merci encore.